Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 25. Prendront part et non plus 24 comme de coutume. Fini les titres, place au détail. Grand débat ouvert au Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a présidé la plénière portée sur le renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends suivis de la résolution 2788 du Conseil de sécurité. Pour la journée du mercredi, Thérèse Kayikwamba a défendu une nouvelle doctrine internationale faisant de la gouvernance des ressources naturelles un enjeu central de paix, sécurité et développement. L'extrait de la présidente de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est choisi par Ebenezer Bouanga. La lutte contre l'impunité économique, ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale des ressources naturelles doivent répondre de leurs actes. Tant que les économies de prédation demeureront plus rentables que le respect du droit, la paix restera fragile. Les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Ils demandent l'équité, le respect et des partenariats qui créent de la valeur, favorisent l'industrialisation et améliorent durablement les conditions de vie des populations. Et chaque génération est appelée à répondre aux défis de son temps. La nôtre doit reconnaître que les ressources naturelles ne sont plus seulement un enjeu économique. Elles sont devenues un enjeu majeur de paix, de sécurité, de justice et de prospérité. Nous pouvons continuer à intervenir lorsque les crises ont déjà éclaté, ou nous pouvons agir en amont en nous attaquant aux économies de prédation qui les alimentent. Nous pouvons accepter que les ressources du XXIe siècle continuent de financer les conflits, ou nous pouvons décider qu'elles financeront le développement, l'innovation et la dignité des peuples. Tel est le choix qui s'offre à nous, telle est la responsabilité qui incombe à notre génération, telle est l'ambition que la République démocratique du Congo porte aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Les ressources naturelles ne doivent plus être les frontières de nos rivalités, elles doivent devenir les fondations de notre sécurité collective. Si nous savons faire des minerais, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité des instruments de coopération plutôt que de confrontation, alors nous pourrons dire que le Conseil de sécurité aura été fidèle à sa mission. Et l'histoire retiendra qu'ici, aux Nations Unies, la communauté internationale a choisi de faire des ressources naturelles non plus les héritages de nos divisions, mais les fondations de notre destin commun. Au nom du président de la République, Thérèse Kayikwamba a repensé la gestion des ressources naturelles à l'échelle mondiale. La ministre a invité les Nations Unies et les partenaires internationaux à faire émerger un cadre mondial où la gouvernance des ressources naturelles serait reconnue comme un pilier de la sécurité collective au même titre que la prévention des conflits et le développement durable. Ebenezer Bouanga. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Prenons la parole au cours de cette séance au nom du président de la République. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a porté la position de la République démocratique du Congo axée sur la lutte contre l'exploitation de minerais, le démantèlement de groupes armés, l'assèchement de leurs sources de financement et la fin des circuits qui permettent aux minerais issus des zones de conflit d'intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales en appelant à sa réforme. Une chaîne d'approvisionnement n'est véritablement sûre que si elle est juste. Un partenariat n'est durable que s'il est équilibré et une transition énergétique n'est légitime que si elle respecte les droits et la dignité des peuples qui fournissent les ressources dont elle dépend. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo souhaite que le débat d'aujourd'hui ouvre une dynamique durable. Les préoccupations légitimes des États doivent être entendues, car une doctrine commune ne se construit pas par l'imposition ni par la division, mais par le dialogue, par la confiance et la recherche des convergences.
C'est pourquoi mon pays soutient la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles réunissant les États intéressés des Nations Unies, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays producteurs et consommateurs, les acteurs économiques responsables, ainsi que la société civile. La RDC réaffirme son ambition de jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale, la lutte contre le changement climatique et l'industrialisation de l'Afrique. La République démocratique du Congo prend aujourd'hui la parole avec la gravité d'un pays éprouvé par l'histoire, mais aussi avec la confiance d'une nation qui se relève, assume son destin et entend mettre son immense potentiel au service de la paix, du développement et de la coopération internationale. Notre ambition est claire, faire de nos ressources naturelles non plus une source de vulnérabilité, mais un levier de transformation, de stabilité et de prospérité. La République démocratique du Congo est un pays solution. Cette réunion, à laquelle a participé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a permis d'examiner la mise en œuvre de la résolution 2788 en s'attachant à recenser les bonnes pratiques et les lacunes persistantes dans l'utilisation des mécanismes existants fondés sur la charte, notamment ceux prévus aux articles 33 et 34. L'histoire retient rarement la durée de nos débats. Elle retient... Il se tient depuis ce mercredi à Kinshasa un atelier de réflexion communautaire sur la restauration rapide de l'autorité de l'État dans le Nord et Sud Kivu, ouvert par le VPM en charge de l'intérieur et sécurité. Jacquemain Chabani, il a salué les efforts diplomatiques déjà entrepris et a invité les parties prenantes à travailler dans la reformulation des recommandations soutenant la cohésion nationale, le retour des déplacés et la stabilité dans cette partie du pays. Suivez Jacquemain Chabani. Cette évolution ouvre une nouvelle étape, celle de la restauration effective de l'autorité de l'État et de la reconstruction de la confiance entre l'État et les populations. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner que les avancées que nous enregistrons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent avant tout de la vision et des efforts diplomatiques exceptionnels déployé par le président de la République, chef de l'État, qui a fait de la restauration de la paix, de la défense de l'intégrité territoriale et de la protection des populations congolaises une priorité absolue de son action. Ces instruments réaffirment notamment le principe fondamental selon lequel les forces étrangères et les groupes armés doivent se retirer du territoire de la République démocratique du Congo afin de permettre au gouvernement de la République d'exercer pleinement ses responsabilités constitutionnelles, notamment celles consistant à restaurer l'autorité de l'État, à redéployer les institutions publiques, à garantir la sécurité des populations et à rétablir les services publics sur l'ensemble des territoires concernés. Cet atelier poursuit un objectif fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'écouter des exposés ou de partager des analyses. Il s'agit avant tout de bâtir ensemble une vision commune de la paix et de la stabilité dans nos provinces. Je vous invite donc à mettre à profit ces 3 jours de travaux pour analyser objectivement le contexte sécuritaire, politique, social, économique et humanitaire qui prévaut actuellement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À identifier sans complaisance les causes profondes des tensions et des violences persistantes. À proposer des solutions réalistes, innovantes et adaptées aux réalités locales. Restauration de l'autorité de l'État dans la partie sous contrôle du gouvernement, dans le Sud et le Nord Kivu. Jean-Jacques Porossi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, plaide pour l'évaluation des défis persistants et l'identification des pistes de solutions en faveur d'un retour durable de l'administration publique et de la stabilité à Uvira. Précisément, il l'a dit dans son interview au cours de cet atelier de réflexion communautaire consacré à cette problématique. Jean-Jacques Porossi est au micro de Merdi Mirindi et Joseph Kati. En tant que gouverneur de province, avec mon homologue du Nord Kivu, nous sommes ici
pour réfléchir avec tous les acteurs clés, toutes les parties en présence, pour assurer que l'autorité de l'État soit matérialisée. Nous sommes très ravis pour ça. Nous assurons que nous puissions d'abord comptabiliser exactement le nombre des déplacés de guerre de la province du Nord et du Sud Kivu, comptabiliser les réfugiés qui sont encore dans les pays voisins, notamment en Tanzanie et en Ouganda, c'est-à-dire les réfugiés de la province Sud Kivu. Maintenant, il y a aussi les réfugiés rwandais qui sont encore au Sud Kivu. Il y a aussi les réfugiés burundais qui y sont. Et le processus de leur retour, c'est-à-dire du retour de nos réfugiés, de nos déplacés dans les zones que l'État contrôle totalement, c'est-à-dire notre gouvernement provincial. Et puis il y a aussi les zones, assurer que la paix, la sécurité, la stabilité soient aussi totalement rétablies dans les pays voisins et que les droits humains des gens, c'est-à-dire des déplacés et des réfugiés, soient strictement respectés. Et les nôtres qui sont encore à l'étranger puissent rentrer aussi. Pareil pour les déplacés. Pour ça, il faut que les institutions étatiques soient totalement opérationnelles, que les partenariats avec les acteurs internationaux, notamment le HCR, soient bien organisés, bien structurés, et aussi que la société civile fasse son travail. L'organisation des jeunes des droits de l'homme et du développement soit totalement opérationnelle. Et au Sud Kivu, nous sommes ravis que tous ces processus évoluent très bien parce que l'armée, la police, les renseignements, tous les services étatiques sont totalement opérationnels dans les zones sous notre contrôle, à savoir Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, mais aussi une grande partie de Kalehe, une partie de Kabar et une partie de Walungu que nous contrôlons totalement. L'espoir est permis. Le dialogue national vient d'être amorcé par le président de la République, nous lui en félicitons. Et le processus de paix au niveau sous-régional et international évolue très bien aussi. Tout ça sont des efforts et que l'armée, notre armée est passée en puissance. Nous sommes ravis et nous-mêmes, autorités locales, nous allons retourner après cette conférence pour aller matérialiser les recommandations qui ont été faites par cette session de travail qui nous a réunis ici pendant quelques jours. Les agents et fonctionnaires de l'État devront patienter encore quelques jours avant le lancement de la paie du mois de juillet. Dans un communiqué, le comité de suivi de la paie explique que ce léger retard est lié aux travaux de mise à jour et de finalisation de l'état liquidatif du troisième trimestre 2026 suivi. Selon les comités de suivi de la paie, ces opérations techniques sont nécessaires pour garantir la fiabilité des données de paie. Leur prolongation a entraîné un décalage du calendrier initial, sans toutefois remettre en cause le paiement des salaires. Les autorités assurent que les travaux sont en voie d'achèvement et que toutes les dispositions ont été prises pour permettre le démarrage effectif des opérations de paie dans le meilleur délai. Le lancement est annoncé pour le prochain jour. Les comités de suivi de la paie appellent enfin les agents et fonctionnaires de l'État au calme et à la compréhension. Il les invite à se fier uniquement aux communications officielles diffusées par ce service et par le gouvernement de la République concernant le calendrier de paiement touchant le mois de juillet. Une bonne nouvelle pour plus d'une centaine de retraités de la SONAS. La Première ministre a échangé avec l'intersyndicat de la Société nationale d'assurance sur la situation des agents en fin de carrière et les mesures de redressement de l'entreprise. Judith Souminois prévoit le paiement des indemnités de fin de carrière à près de 120 agents sur 150, la poursuite du règlement des droits des autres retraités ainsi qu'un accompagnement suivi le compte-rendu de cette rencontre. Mama Premier ministre auti koyamba biso ezalaki réunion munene ya liboso toye dossier ya SONAS toye kopesa ye merci parce que lelo SONAS tozali ko mona c'est grâce na effort à gouvernement oyebi ke marché libéralisation ndenge salema ki na ndenge moko ya SONAS et disparaître et grâce na vision pe ba effort. Il y a le président de la République, le président Félix Tshisekedi, aussi bien depuis Maman Komi Awa. SONAS, c'est vraiment l'État Kusunga Biso.
ezalinda kisa par exemple na marché ya assurance l'état aza kosunga toujours parce que l'état nde mokolo société et na oyo etali sociale ya ba travailleurs yango pe to débattre to laxi mama premier ministre pour l'état pesa biso appui pour que basali ya SONAS vraiment bazwaka droit na bango oyo etali ya ba retraité toza ko rassurer que l'état sungi biso oyo SONAS a recouvrer pour na kufuta ba retraité et ba disposition ezwami yango to sengi na mama tolobe kozale sengo munene depuis SONAS ba créer et kozala mbala liboso ke mama yo moko ye komona ndenge cérémonie wana ekosalema mama sepeli et biso sikoyo attaque syndicat to sepeli pe to bimi ne sengo mingi parce que oyo to sengi na mama apesi biso vraiment assurance na ye pour na accompagner SONAS. Lancement mercredi 22 juillet de la campagne civisme fiscal à Baraka au Sud Kivu. Il s'agit d'un appel à la responsabilité collective mandatée par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano. Le directeur de cabinet adjoint du gouverneur Albert Labani a sensibilisé les usagers de la route, une occasion pour le président urbain de la jeunesse de Baraka d'appeler au devoir de l'équité. Suivi de Gaulle Malembe dans ses propos recueillis par Alain Magoro. La plupart des participants ont estimé que la ville de Baraka est délaissée par la province et les participants ont évoqué aussi l'aspect d'un projet de paver la ville de Baraka. Nous sommes en plein centre-ville. Voyez-vous avec moi qu'aucune route n'est asphaltée. Au-delà de ça, la province avait estimé qu'il fallait paver la ville de Baraka au moins 7 km. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre des ITPR en province, son excellence Kibonge, qui a même coupé le riba. Il était accompagné par l'entreprise burundaise EKS. Et on nous a promis que dans peu de jours, on devrait exécuter ce projet. Jusque-là, ça n'a jamais été réalisé. Et que donc, c'est un ras-le-bol que la population de la ville de Baraka, les sociétés civiles dans toutes sa diversité, ainsi que les transporteurs, ont estimé que quand bien même il faut maximiser la recette dans cette province, dans la ville de Baraka, mais aussi la province a cette redevabilité-là. Lancés avec beaucoup d'espoir, les travaux de réhabilitation de l'avenue Montabor dans la municipalité de la Gombe sont suspendus à peine 24 heures après leur démarrage du chantier, suscitant l'inquiétude des riverains à l'approche de la saison des pluies. À quand la reprise des travaux? La réponse dans ce reportage de Rebecca Kalonda. Accueilli avec soulagement par les habitants de l'avenue Montabor à Gombe, le démarrage des travaux de réhabilitation n'était qu'illusion d'espérer voir disparaître le nid de poule, les véhicules abandonnés, activités commerciales pirates et occupation de la voie publique par de tierces personnes, causant ainsi d'énormes difficultés de circulation routière. 24 heures après le début du chantier, les travaux ont été suspendus sans explications officielles. Cette interruption soudaine suscite de nombreuses interrogations par les riverains à l'approche de la saison de pluie et son cortège de malheurs sur cette avenue. Nombreux craignent que le trou de dimensionnement des caniveaux creusés devienne source d'inondation, compliquant davantage le déplacement déjà hypothétique des usagers de cette artère située en plein centre-ville, située en plein centre d'affaires de Kinshasa. Comprendre parce que biso to fréquentera mingi na venir to lixara journée chaque jour to lixara journée à la kata venir bon to mona ki bango baye ko banda musala après lobi nango baye souté total aboy caractère moko ezala ki wana eza lisusu te to sou comprendre te bambula kalate lingi ya talande ba tsheli bulu wana tala Kinshasa na biso ba inondation na ndute sale maka déjà trop ou bien boya ko sala biso terrasse avant que mbule ya poso ki mbule ye banda ko bomona na ya onatra mai o banda ko kotela bango na kati yoka batu bakufa. Face à cette situation, d'autant lance un appel pressant aux autorités compétentes et à l'entreprise en charge des travaux de communiquer sur le raison de cette suspension des travaux et annoncer un calendrier clair de reprise du chantier sur l'avenue Montabor afin de dissiper les malentendus.
Après la Coupe du Monde élargie à 48 équipes en 2026, c'est le tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors d'une conférence de presse organisée à Johannesburg, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a confirmé l'élargissement de la CAN à 28 sélections dès l'édition 2027, une réforme qui ouvre les portes de la plus prestigieuse compétition du continent à davantage de nations et promet une édition encore plus spectaculaire. Carlos Lefaka. Le passage de 24 à 28 équipes marque une nouvelle étape dans le développement du football africain. Cette réforme offrira à 4 sélections supplémentaires l'opportunité de participer à la phase finale, renforçant ainsi la représentativité des différentes régions du continent. En revanche, cette expansion exposera aussi des exigences supplémentaires aux pays organisateurs, notamment en matière d'infrastructures, des transports, d'hébergement et d'organisation logistique. En adoptant ces nouveaux formats, la CAF poursuit sa stratégie de développement du football africain et s'inscrit dans une dynamique mondiale d'élargissement de grandes compétitions internationales. La CAN 2027 s'annonce ainsi comme une édition historique porteuse d'ambitions renouvelées pour le football africain. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle, c'est Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.